Dans la série Les Annales de la violence, la radiodiffusion télévision française présente Gilles de Rais par Blaise Cendrars et Nino Franck. L'audition de cette œuvre sera suivie d'une discussion à laquelle prendront part Madame Régine Pernoud et messieurs Georges Huisman, Paul Vialard, Philippe de Rèze, ainsi que Blaise Cendrars. Présentation de Paul Vialard. Mon amitié pour Blaise Cendrars date d'il y a longtemps, de bien avant qu'il m'ait été donné de le rencontrer et de le connaître, de cette époque où tout jeune aspirant écrivain, je me cherchais des maîtres, c'est-à-dire de ces amis que l'on respecte parce qu'on les admire et auxquels la vie ne vous permettra parfois jamais d'exprimer ce qu'à travers leur œuvre on a du premier jour ressenti pour eux. J'ai tout de suite eu de l'amitié pour Cendrars, pour Blaise, comme nous l'appelons familièrement entre nous, et en tout premier lieu parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est un créateur vivant, d'abord parce qu'il est un poète, mais un homme animé tout entier d'une imagination qui fait que dans son œuvre, le réel et l'inventé se rejoignent constamment pour ne plus former qu'un tout. Ce pays qu'ainsi il crée, qui n'est qu'à lui et où lecteurs et amis, n'est-ce pas la même chose lorsqu'il s'agit de lui? Il nous entraîne en nous tenant, en nous guidant avec amitié, cette amitié que l'on ressent lorsqu'on le connaît par la main. On n'a peut-être pas assez dit que dans cette poésie qui est son climat, il a été, en ce qui regarde l'expression, un novateur, et qui a précédé d'autres qui, comme Apollinaire, n'ont fait que le suivre. Toute la poésie de cette époque est née de Cendrars, et que ce soit Pâques à New York ou le Transsibérien, par exemple, eh bien ces poèmes ont donné le ton, l'accord primordial d'une certaine façon de sentir et d'exprimer, à l'échelle du monde, ce que le poète ressent, ce qu'à travers lui, nous avons enfin découvert. Mais il y a d'autres Cendrars, ils sont multiples et un, cependant. Il y a l'ami avec lequel je me suis promené dans son jardin de Villefranche, où pour lui, à travers son rêve, les oliviers avaient au moins 1000 ans. Celui que je voyais avant la guerre dans sa petite maison proche de Paris, où sa femme Raymond savait déjà si bien l'entourer de tendresse et d'amis. Il y a aussi l'autre Cendrars, celui qui a écrit des romans et dont de Noël, l'éditeur me disait un jour que s'il voulait seulement s'en donner la peine, il serait le premier romancier de notre temps. Celui qui, et cela est sensible à chaque page de ses livres, crée, invente à chaque instant de sa démarche, Cendrars le riche, le fastueux, mais qu'il l'est par l'intérieur, car les richesses humaines l'ont toujours laissé absolument indifférent. Il y a aussi le Cendrars, auteur radiophonique, dont vous allez entendre l'histoire écrite directement pour le micro et qu'il a consacré à Gilles de Rais, en collaboration avec Nino Franck, qui est non seulement un homme de cinéma, mais qui a apporté toutes ses connaissances techniques à la radio. Vous y découvrirez les prolongements de tous ces Cendrars réunis en un même bouquet de poésie, car il est parvenu, même dans cette œuvre qui n'y prêtait guère, à nous donner une explication poétique, indulgente, je dirais presque humaine, du comportement de celui qui fut avant tout un assassin, mais d'une espèce particulière, doté par le sort, d'une âme et d'un corps toujours en remous, peut-être bien après tout et malgré tout un être souffrant comme tous les autres, et qui ne possédait plus pour toute cuirasse que son orgueil et son désespoir. Oui, pour nous, Cendrars, notre ami forme un tout. Et c'est cette constante poésie qui est en lui qui compose son unité. Il est lui dans les poèmes, il est lui aussi dans Moravagine, aussi bien que dans Dagnark ou le lotissement du ciel, il est lui doublement pour moi dans La main coupée, car il a su dire dans ce livre toute la détresse, toute l'horreur des combats, mais aussi à sa façon, à la façon qui n'est que de Cendrars, leur sublime, j'allais dire leur atroce poésie. Qu'il soit donc remercié tout simplement d'être Cendrars, et qu'il le soit aussi de bien vouloir être mon ami. Gilles de Rais par Blaise Cendrars et Nino Franck. Jean Servet sera Gilles de Rais. Robert Murzot, Lahire. Jean Clarence, Jean de Craon. Jean Val, Eustache Blanchet. José Caglio, Prélati. André Burgère, Dunois. Henri Nassier, Malestroit.
Jacques Anquetil, Gilles de Rais adolescent, Jean-Charles Thibault Sillé et, avec le concours de Hieronymus, Albert Gercourt, Robert Chandeau, Jackie Carré, Gaëtan Jor, Jean-Marie Fertet, Sam Max, Marcel Alba, Arnel Issartel et Marcel André dans le rôle de l'inquisiteur Blouin. Avec Raymond dans Catherine et Tania Balachova, Perrine. Avec Yvonne Villeroy, Jacqueline Arpet, Yvonne Farvel, René Dandry et Lily Sioux dans le rôle de Jeanne. Production de Lily Sioux, réalisation Albert Riera. En nom et place de Jean, par permission divine et grâce du Saint-Siège apostolique évêque de Nantes, moi, Guillaume Chapeillon, promoteur aux causes près ce tribunal, je vous somme, Gilles, baron de Rais en ce diocèse, d'avoir à répondre à l'accusation en 47 points que porte contre vous, frère Jean Blouin, vicaire de la Sainte Inquisition. Tu me sommes, Tabellion. Je dois avoir mal entendu. Sais-tu à qui tu t'adresses? Moi, le descendant de Brumeur de Laval et de Bertrand du Guesclin, tu me sommes? Par la bonne épée qui me vient de mon compagnon le roi, c'est moi, très noble seigneur de Rais, de la Motte-à-Char et de nombreux autres lieux. C'est moi, chevalier, maréchal de France. C'est moi, lieutenant général du duché de Bretagne, qui vous somme. Toi, le gratte-papier, ton simoniaque d'évêque et ton ribot d'inquisiteur, c'est moi qui vous somme de ployer le genou et de battre votre coulpe pour le tracas que vous me donnez. Je vais donc demander au vicaire de la Sainte Inquisition de résumer l'accusation portée contre le seigneur de Rais. Gilles de Rais, je vous accuse d'avoir, entouré de votre cousin et complice Gilles de Sillé, ainsi que d'autres, inhumainement égorgé, oxy, démembré, offert aux démons et brûlé les corps de nombreux innocents, non sans avoir satisfait sur eux des goûts monstrueux et horriblement luxurieux. Qu'avez-vous à répondre? Je réponds Bernuc, fils de pute. Je n'ai point à répondre à des simoniaques et des ribauds. J'aimerais mieux être pendu par le cou que d'accepter votre juridiction. Nous vous conjurons de réfléchir, monseigneur. Laissez-moi vous détailler les principaux chefs d'accusation pour que vous n'ayez pas à plaider l'ignorance. Il y a 14 ans passés, plus ou moins, que vous, Gilles, baron de Rais, imbu du malin esprit, et oubliant votre salut, avez fréquenté hérétiques et devins à seule fin d'honorer Satan. Dans la fumée de l'aloès et de l'encens, vous rendiez hommage à Orion, à Bélial et à Belzébuth, afin de chercher la pierre philosophale et de poursuivre la transmutation des métaux. Usurpant l'office du Seigneur Dieu, vous n'avez cessé de supprimer des âmes jeunes et blanches, des anges de pureté. Assez! Ne vous avisez pas de prononcer ces mots d'ange et de pureté avec votre bouche de laideur et de vieillesse. Je dédaigne cet amas de racontars. Je récuse la justice de l'évêque de Nantes. Gilles, Seigneur Gilles, je vous conjure d'avoir à vous défendre. Les flammes vous guettent. On vous a su près du repentir, promettant de vous abstenir et de partir pour la Terre Sainte, puis retournant à votre vomissement. Pour la voix publique et d'innombrables témoins, vous demeurez sorcier, hérétique, relapse. Il me semble avoir déjà entendu ces mots-là quelque part. Sodomite, évocateur de Satan, devin, tueur d'innocents et idolâtre. Vous étant élevé contre la divine majesté et ses représentants sur la terre, la menace d'excommunication pèse sur vous. Je réponds Bernic, Tabellion. Je connais la foi catholique mieux que mes accusateurs. Et à mon tour, je m'adresse solennellement au président de ce tribunal de Bretagne. Pour m'étonner qu'il laisse des religieux se mêler de pareilles causes et s'arroger le droit de... C'en est trop!
révérend père en Dieu, le Seigneur Jean de Malestroit, évêque de Nantes, moi, vicaire de la très sainte Inquisition, j'ordonne que l'excommunication de Gilles, baron de Rais, soit publiée. Afin de mieux élucider et trouver la vérité, la torture et la question canonique seront appliquées en notre présence au dit Gilles, accusé dès l'aube du prochain jour, en la salle basse de la Tourneur. Et je te réponds encore et toujours, Bernic, pisse-froid. Ta torture ne saurait effrayer que les femmelins. Pour ce qui est de moi, Gilles, baron de Rais, maréchal de France, souviens-t'en, j'étais à Orléans, j'étais à Jargeau, j'étais à Patay, j'étais à Reims où je portais le sang du Christ entre mes mains, aux côtés de la pucelle, que vous avez également excommunié et condamné. Alors ton rendez-vous à la Tourneuve, je l'accepte, pauvre Ribot, pour te prouver que mon sang n'est pas de l'eau de gargouille comme le tien. De la bois bouillante pour tous ces femmelins. Hurlez tant que vous voudrez, misérables. Moi, Gilles, baron de Rais. Moi, Gilles... Allons, monseigneur. Calmez-vous. Vous êtes à l'abri ici dans ce bel appartement. De la bois bouillante. Voilà ce qu'il leur faudrait. De pleins tonneaux de bois bouillante sur leur sale caboche de famélique. Ouais, mon vin chaud. Voilà, monseigneur, ça vient. Prenez du repos. On a tous les égards pour vous. Autant de vin chaud que vous le souhaitez. Et votre bel habit blanc des carmes. La messe que vous pouvez entendre de loin. Mais vous buvez trop, monseigneur, ça saoule. Ça vous a déjà mené loin, les vins fortement épicés. Trêve de parole, Argousin. Je n'ai pas besoin de tes conseils. 36 ans. Baron et maréchal et tout et tout. Et on est réduit à trinquer tout seul en prison. Assez! Gilles de Rais ne demande rien à personne. Alors, je ne suis qu'un pauvre gardien de prison, monseigneur. Il n'empêche que je me porte mieux que vous. Car vous voilà hors de la communion chrétienne. Vous saisissez la nuance. Mais tu te taires? C'est moi, Gilles de Rais, qui les excommunie. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais buvez donc, monseigneur. Moi, je n'ai point à ouvrir la bouche. Mais n'empêche que je m'ébaudis de voir un seigneur aussi puissant et riche et hardi que vous, refait comme un loup. Enfin, ils vous tiennent, monseigneur. Non! Non. Ils ne me tiennent pas. On viendra à mon secours. Et je récuse leur justice. Ils n'oseront jamais. La cour et l'évêque n'oseront pas toucher à Gilles de Rais. Comprends-tu? Gueux de Dieu. Je me trouve au-dessus des lois. Oui, bien sûr. Mais n'empêche que tout seigneur est beau parleur que vous soyez. Demain, au lever du jour... Sors! Sors si tu ne veux pas que je t'assure. On la paix, monseigneur. Je file. Non. Non, ils n'oseront jamais. À moi, Gilles de Rais. À moi, le louveteau du sire de Craon. À ta santé, Jean de Craon. N'est-ce pas qu'ils n'oseront pas, vieux Jean de Craon? Toi qui m'as été plus que père et mère. Au plus lointain de mon enfance, tu venais toujours à mon secours quand je t'appelais Jean de Craon. Tu étais grand comme une montagne, chenu comme un patriarche et rieur comme un ogre. Tu m'as appris à prendre et à vivre, beau vieillard. À ta santé, Jean de Craon. Jean de Craon. Où es-tu, Jean de Craon? Et le château de mon enfance. Et Guillemette et sa cornemuse. Jean de Craon.
Assez de musique pour ton enfantelet. 11 ans, ce n'est plus un âge à cornemuse. Lui donnes-tu encore le sein? Bien sûr que non, monseigneur. Dommage. Il l'apprécierait peut-être mieux qu'autrefois. Alors, sors-moi ce morveux d'en dessous tes jupes. Garçon, j'ai à te parler. Assieds-toi comme un grand. Oui. Eh bien, tu as bonne mine. Il a de bons bras musclés. Ce qu'il faut. Considère-moi, Gilles. Me voilà quasiment ton grand-père et prêt à te prendre en tutelle. Réjouis-t'en. Par moi, tu touches au Montmorency-Laval, au Machecoul, au Chabot. Et c'est de moi que devient cette belle seigneurie d'Auray dont tu portes le nom. Eh bien, il te faut mériter tout ça, fiston. Il le mérite, monseigneur. Un agneau, tout douceur et gentillesse. Bernique, ma fille. Ce louveteau est venu au monde dans la tour noire de Chantessé. Il n'est pas fait pour les mamours. Voilà ses pères et mères décédés, paix à leur âme. Moi, j'en ferai un beau loup, tout gros d'or. Il est si caressant, monseigneur. Bernique et Bernique. La vieille femme est étonnière comme toi, ma Guillemette. Il faut la saisir à bras-le-corps pour qu'elle obéisse et donne. Et elle donne. Regarde ça, louveteau. Monseigneur. Voyons, monseigneur. Ouvre bien tes yeux, louveteau. Et si elle proteste, tant mieux, c'est plus voilà. Il te faut prendre ce que tu convoites. Et les femmes, et les richesses, et la gloire, et tout ce dont tu as envie. Prendre. Et tenir serré. Et plus tu prendras de choses, mieux ça vaudra. Point de loi pour les loups. Rappelle-toi bien. Monseigneur, lâchez-moi. Bernique. Et toi, louveteau, tu as 11 ans. Il est temps que tu t'y mettes. Tiens, je m'en vais te quérir une fiancée bien pourvue d'or et de château. Allons, Luronne, obéis au maître. Allez. Et 5. Non. Oh, 4 flèches sur 5 en pleine cible. Tu gagnes, mon cousin. Tu gagnes toujours. Moi aussi, je veux tirer de là. Allez, ton frérot, touche pas aux arcs. Tu as 5 ans. Assez pour recevoir une flèche dans l'œil, pas assez pour que ton œil vise la cible. Oh, puis... Touche pas, frérot. Laisse-moi essayer encore, cousin. Pas la peine, d'essayer. T'as beau t'appeler Gilles comme moi et maître cousin, tu ne viseras jamais aussi juste que moi. Moi, c'est Jean de Craon qui m'a appris. Moi aussi, grand-père m'a appris. Ah, mais tais-toi, Marmot. Toi, tes dents de loup n'ont pas encore poussé. Moi, je suis louveteau et je sais déjà prendre. Louveteau. Tu parles comme le sire de Craon. Tu le sages, et tu deviens aussi pharaon que lui. En attendant, pharaon ou pas, tu restes encore sans mariage. Bernique, cousin, je te réponds Bernique. Mais il y a 2 ans, tu en avais 13. Il te fiance à Jeanne de Penel, la fille du seigneur d'Ambuy et de Bricbec. Oh, un avorton qui pue encore le lait. Comment voulais-tu que je la besogne, ce bout de femme de 4 ans? Ces pâturages t'ont passé sous le nez. Tiens, puis voilà 12 mois juste, la fille du seigneur de Port-Ouette, Béatrice de Rohan. Celle-là, elle était plus en nourrice, bien pourvue, et une poitrine comme ça, un séant comme ça. Mais t'avais qu'à la prendre, comme vous dites ton grand-père et toi. Laisse-nous faire, cousin. Je prends ce que je veux et quand je veux. On a rompu parce qu'on a trouvé mieux. Quoi donc? Motus. On a un plan, Jean de Craon et moi. Plus d'or que tu ne saurais croire. On a un plan. Oh, puis assez causé femme. Moi aussi, je veux prendre. Ah, écoute-le comme il dit ça. C'est comme ça que je les aime. Que veux-tu dire, cousin? Que tu les aimes? Rien que tu ne comprennes, cousin, que je les aime. Et tu le sais autant bien que moi. On aime les angelots, toi et moi. On a été nous-mêmes des angelots, rappelle-toi. On prend les femmes pour ce qu'elles apportent, mais les angelots, hein, cousin, c'est autre chose. Moi aussi, je veux prendre.
Le château. Le château de Chantossé. 16 ans. J'avais 16 ans. Un troubadour chantait. Enfin, te voilà. Alors? C'est fait, mon tuteur. C'est fait et bien fait. Louveteau. Bon petit Louveteau. Le mariage est dans le sac. Ah, tu es un bon garçon. Et la criée? Pas trop, elle prétend qu'elle m'aime. De la belle ouvrage. Vrai, à 16 ans, je n'aurais pas fait mieux que toi. Pense donc, Catherine de Thouars, l'héritière la plus riche de Bretagne. Te voilà mieux que pourvu, Louveteau. Ouais, doucement, le mariage n'est pas encore béni. Demain avant midi. Après quoi, bien à l'abri derrière ces formidables tours de Chantossé, au cas où on voudrait la reprendre. Tout entamé qu'elle est. Oh, pensez-vous. Le père Gallois en Champagne. Et la parenté mourait de peur quand nous avons fait irruption avec nos hommes les épées dégainées. Tu l'as bien enlevé, ta petite épouse. Un vrai loup. Ce n'est pas que tu aimes tellement les jupons, hein? mais tu la serrais bien entre tes bras. Et ton cousin Sillé s'est bien conduit, lui qui n'a jamais saisi femme de sa vie. Sauf si c'était homme en juponné. Ouais, plaisantez, mon tuteur, mais... La cour de Rome... Je te dis que vous serez mariés demain. Il y a eu violence. Et nous sommes, Catherine et moi, cousins au 8e degré. Donc les épousailles sont incestueuses. Et après? Tu l'as bien prise. Nous couvrirons d'or le légat. Au besoin, nous le houspillerons un tout petit peu. D'ailleurs, tiens, regarde ta victime. Gilles, j'ai peur. Pourquoi m'as-tu laissée toute seule? J'ai peur. Alors, Catherine, retourne te coucher. Mais non, laisse-la. Votre main, ma fille. J'ai commandé des chansons pour vous bercer. Permettez que je vous embrasse. Gilles vous est d'ores et déjà attaché. Que diriez-vous si le pape le séparait de vous? Ce n'est pas possible, sa sainteté ne voudrait pas. Gilles, ne me quitte pas, j'ai peur. Tu vois, Louveteau. Allez, ma fille, n'ayez crainte. Demain matin, la noce. Prendre. Ah, j'en crame comme je vous aime. Viens avec moi, Gilles. Ne me laisse pas toute seule. J'ai peur dans ce grand lit. Va, Louveteau, et leur demande. On chantera pour vous accompagner. Allez, va. Catherine, si tu avais eu la force de me garder. J'aime cette chanson, Catherine. Il me semble que je l'ai entendue autrefois. Rappelle-toi, Gilles, il y a 5 ans, la nuit de Chantossé, cette nuit où tu m'avais enlevé à la façon d'un soudard, ton tuteur la faisait chanter. Je n'aime pas ton tuteur, Gilles. Ah, je sais, Catherine. Je ne vais pas t'entendre parler de lui. C'est à lui que je dois de t'avoir, et mon bonheur et ma haute richesse. Je n'aime pas sa manière de vivre. Il intrigue toujours, il rit durement. Il ne respecte ni Dieu ni diable. Plains-toi, nous lui devons tout. Et si le pape a accordé son pardon... Nous avons dû faire pénitence, racheter notre union canonique, obtenir la reconnaissance des enfants à venir. Cela a été si long, Gilles, séparé de toi, loin de toi. Et ne l'a-t-il pas emporté? Il est têtu comme une roche, il obtient tout ce qu'il veut. Mais par quel chemin? Penses-tu que je puisse oublier qu'il a emprisonné ma propre mère pour qu'elle renonce à sa seigneurie de Tifauge? Et toi-même, toujours prêt à lui prêter main forte. Vous avez attaqué et frappé l'envoyé du roi. Vous avez refusé toute amende. Non, se peut-il que vous vous placiez si haut qu'aucune loi ne vous retienne? Loup parmi les loups, Catherine. Il faut prendre. Toi, mon doux aimé. Cette chanson, tu l'aimes pourtant. Et tes livres, et tes beaux vêtements. Et moi-même qui ne suis point lourd. Tu apprécies à présent une autre vie que celle des saccageurs, Gilles. Mais c'est toi qui m'as tout appris. Mon Louveteau, mon joli Louveteau, je t'aime parce que loup, te voilà devenu aussi caressant qu'une brebis. Ne parle pas ainsi, Catherine. Tu ne sais pas ce qu'a été mon enfance. Elle était sombre, belle mais sombre.
Oh non, je ne veux pas y penser. Tiens, regarde ce manuscrit si merveilleusement illuminé. Je l'ai acquis à grand-peine, une montagne de ducats. Tant d'argent pour un livre. Suétone, la vie des 12 Césars. Qu'est-ce donc? Le plus singulier des antiques. Songe donc les empereurs de Rome, Tibère, Caligula, ces maîtres du monde qui tenaient à toute puissance, et au fond d'eux-mêmes, une fièvre monstrueuse. Une fièvre? Pourquoi monstrueuse? Je ne comprends pas. Et tu ne sauras imaginer. Il leur fallait vivre pleinement leur vie, puisqu'ils étaient les maîtres. Nulle loi pour brider les fils des dieux, leurs désirs les plus excessifs. Ils osaient les assouvir. Pense que Néron a mis le feu à sa propre ville pour chanter en contemplant hommes et femmes périr, en hurlant dans les flammes. Gilles, il y a des moments où tu me fais peur. Tu t'exaltes à la pensée de ces choses épouvantables. Tu es toujours lourd. Mais... Non, écarte-toi de moi. Mais Catherine, ce n'est qu'un manuscrit illuminé. Et cet empereur est mort depuis 1000 ans. Tu en parles comme s'il vivait et qu'il fût ton frère de sang. Pourquoi ces pensées qui toujours t'assaillent? Pourquoi rêver toujours de ce qui ne doit pas se faire? Pourquoi, Gilles? C'est plus fort que moi, Catherine. Quelque chose qui monte au-dedans de moi. Comme un feu qui envahit jusqu'à mon cœur, me presse la gorge, me brûle l'esprit. Une envie d'aller, je ne sais où, mais vers un flamboiement quasi miraculeux de tout moi-même. Gilles, non, ne me touche pas, tu me fais peur. Mais ce ne sont que paroles, Catherine, puisque je t'aime. Tu ne seras jamais qu'un loup. Non, je ne veux plus te voir. Catherine. Mais Catherine. Alors, Louveteau, on se chamaille? La petite épouse assez girée. Laissez Catherine tranquille. Bon, monseigneur s'est levé du mauvais pied. Les fablettes le souci. Jean de Craon. Allons, Louveteau, assieds-toi. J'ai à te parler. Tu as 21 ans et tu es le plus beau seigneur de Bretagne, l'un des plus puissants du royaume. J'ai réussi ta vie, il ne faut pas t'endormir. Je ne m'endors pas, grand-père. Quand vous avez eu besoin de moi pour guerroyer contre les Penthièvres, j'ai repris mon épée, vous connaissez ma conduite. Je sais, tu es aussi le plus hardi. Mais il y a mieux à faire, Louveteau. Les seigneuries que tu tiens par héritage ou mariage font de toi le vassal que le duc de Bretagne craint parce que trop puissant. Il faut le contrer. Et pour ça, viser plus haut. Écoute bien. Le duc Jean vient de signer avec les Anglais qui tiennent la France. À nous de prendre position. Si tu m'en crois, nous nous déclarerons pour Charles VII. Oh, le roi de Bourges? Ce bâtardeau que l'Anglais bat à tous les coups? Vous voulez rire, Jean de Craon? Laisse-moi dire, battu ou pas, il prétend au royaume et d'aucuns le soutiennent. En nous déclarant pour lui, nous donnons le pion au duc de Bretagne, car nous devenons les arbitres. Ou il se détache des Anglais, ou il perd son duché. Écoute-moi bien. Charles VII vient d'offrir à Richemont, frère de notre duc, l'épée de connétable. Si Richemont accepte, nous et France, nous pouvons marcher la main dans la main. Le roitelet de Bourges? Peu importe le roitelet. Il s'agit de prendre, Louveteau. De prendre encore davantage. L'heure est venue de quitter livre et musique ainsi que la couche de ta belle. La curée est proche. Ne laissons pas tout à Bretagne et à Bourgogne. Non. Je dis non et non. Quoi? Ma vie est auprès de Catherine, parmi mes manuscrits et mes chanteurs. J'ai assez pris, Jean de Craon. Toi, Louveteau? Et les grandes routes, fiston? Les routes et les hameaux, où tu fais irruption au lever du jour avec tes hommes, et le feu, le sac, la fureur. Les femmes, puisque tu tiens aux femmes. Les garçons, quand il n'y a point de femmes. Hein, Louveteau? Louveteau? Jean de Craon. Ah, tu obtenais toujours ce que tu voulais. C'est toi qui m'as amené à Bourges. Et à cette heure où je t'appelle, maintenant que j'ai besoin de toi, Jean de... Monseigneur, calmez-vous. Vous avez des cauchemars? Des cauchemars? Mais quel cauchemar? De quoi parles-tu, Gueux? Je vous apporte d'autres vins chauds, monseigneur.
paraît que c'est bon pour les excommunier. Attends! Ne te mêle pas à mes fantômes misérables. Elle, dans son armure étincelante, avec ce rire qui sentait l'aurore et la menthe sauvage. Oh bon, voilà que ça le reprend. Mais buvez, monseigneur, c'est bon pour ce que vous avez. Le roi, le connétable, et elle, la lumière sur nous, tous les oiseaux qui chantaient, et les cloches. Jeanne, au secours! Et toi, du noir? Et toi, Laïr? Assez! Assez! Faites-moi taire ces braillards! Que personne n'ouvre la bouche par le saint nom du diable et le maudit nom de Dieu! L'air! Je te trempe. Oh, monseigneur le bâtard, la langue m'a fourché. Par le sacré nom de Dieu et le maudit nom du diable rétablissons les choses, faites-les taire! Pas de boucan autour de moi quand je mange! Quand Étienne de Vignol, dit Jean de Laïr, capitaine de routier, ramasseur de bandes et fléaux des campagnes, mange, c'est qu'il vient de se battre. Et qu'il va se battre. Et quand Jean de Laïr se bat, il faut qu'il baffre. Beaucoup. 1000 fois beaucoup. Encore un gigot pour Jean de Laïr. Si tu manges trop, tu éclateras. Voir, l'armure me contiendra. Oh, me faites excuse. Fais excuse du noix, mon frère. Je sais que tu es plus que noble, bâtard de roi, et que tu manges du bout des doigts sans baver, alors que moi... Et je sais aussi qu'au combat, on n'est jamais bien loin l'un de l'autre, toi et moi. Là où il y a le plus de sang à verser par le diable, mon maître. Ah non, je veux dire Dieu, la langue m'a encore fourché. Donc je baffre, bâtard d'Orléans, et je bois à ta santé. Et moi, capitaine? Bien parlé, Louveteau, comme dit ton formant de grand-père. J'en ai un autre de capitaine. Mon petit seigneur de Ray, tu m'as plu aujourd'hui. Ouais, Jean de Laïr. Et le bâtard d'Orléans ne dira pas non. Je t'ai vu sous les murs de Saint-Jean-de-Beuvron, au flanc du connétable. C'était ton baptême et nous avons été battus. Mais tu as tenu bon sur ta monture. Je t'ai vu à Saint-Jean-du-Mortier, au coude à coude avec Beaumanoir. Je t'ai vu au Ludé, éperonnant Jean de Bueil. Je t'ai vu devant le Mans, premier au sommet des remparts, tuer de ta propre main ce godame de Blackburn. Tu me plais, Gilles de Rais. Et si seulement tu bouquinais un peu moins et violais un peu plus, tu serais le compagnon de mon cœur. Tiens, Louveteau Trinquons! Sacré nom de cette putain de vierge! Laïr, tiens ta bouche! Oh, mille excuses, bâtard. Mais j'ai pas dit quelle pucelle! Ah, au fait, il en arrive une nouvelle pour voir le roi. Comme s'il y pouvait quelque chose. L'attirons-nous à la courte paille, compagnon? Une pucelle? Quelle pucelle? Elle vient de Lorraine. 18 ans et de beaux tétons. Une haridelle et les sacrées voix de Dieu qui lui feront la conversation. Laïr! Laïr! Cesse de parler comme tu fais. Ah, je sais ce qui te ronge. Et te fais pas et jurer. Tu es malade de cette continuelle défaite qu'est notre guerre. De cette misère du royaume d'Hélice. Misère? Pourquoi misère? Nous faisons honnêtement notre métier autour de ce roi. Je ne sais même pas s'il est le fils de son père. Laïr! Mais nous faisons notre métier de piller et de violer. Avant de fuir à bride abattue loin des godames. Victorieux les fêtes carillonnées, battu le reste du temps. Et c'est notre gentil roi qui commande toujours la retraite sans flambeau. Voilà les meilleurs des nôtres assiégés à Orléans. Le sort du royaume en très grand péril. Et tout ce que le sacré nom de Dieu trouve à nous envoyer à Chinon,
C'est une pucelle de Lorraine avec de beaux tétons et une haridelle. Alors, compagnon, je baffre. C'est ce que j'ai de mieux à faire. À ta santé, bâtard d'Orléans, à la tienne, louveteau de Bretagne. Comment est-ce fait une pucelle, Jean de la Hire? Et en existe-t-il? Gilles. Beau Gilles, je t'aime. Embrasse-moi, Orléans est délivré. Je t'aime d'avoir réussi ta marche sur Blois afin de nous ravitailler. Et je t'aime encore plus d'être arrivé à temps pour participer à la fête. Je n'aurais su y manquer, Jeanne. Non, non, Dieu, me voilà toute heureuse. Entourée des compagnons que j'aime. Toi, Dunois, mon gentil bâtard qui ne recule jamais. Et toi, La Hire, méchant La Hire, toujours au cœur de la mêlée. Et encore toi, beau Gilles, qui arrive au moment qu'il faut avec ta jeunesse et le printemps de ta vaillance pour couper la route aux envahisseurs et aider à la prise de la Bastille Saint-Loup. Tu ne m'as pas vu, Jeanne, j'étais aussi devant la Bastille des Augustins, et quand tu as levé ton étendard, j'ai accouru un continent. Le massacre a augmenté. Pauvre Godame. Qu'ils s'en retournent chez eux et je les aimerai. Qu'ils cessent de verser ce sang de France qui m'est si cher. Je ne peux voir ce sang sans pleurer. Dunois, ne me dis pas que le combat a été pour nous trop sanglant. Ah, n'y pense pas, pucelle. Vois plutôt ce qui est devant nous. Orléans libéré. Le royaume assuré, l'anglais en fuite. Et c'est pas fini, en nom Dieu. J'ai besoin de la route de la Loire. Il faudra bien que notre connétable bouge, qu'il le veuille ou non. Il me faut Jargeau. Il faut Meung. Il me faut Beaugency. Il me faut toutes les places que les Anglais ont fortifiées. Il me faut la route libre devant nous. Tous les jours combat. Tous les jours victoire. Il me faut 3. Et après? Après, Jeanne? Vous le serez dans un mois d'ici. Pas plus. Moi, je le sais, par le sacré nom de Dieu. La Hire. Excuse-moi, pucelle, je ne le ferai plus. J'éclate avec tous ces jurons rentrés, mais je ne le ferai plus. Je te le promets. Je ne pourrai vraiment faire autrement. La Hire, tu le feras autrement. Présente ta pucelle. Tu feras autrement, sans quoi? Et voilà. Voilà où nous en sommes. Moi, Jean de la Hire, que nulle force au monde n'avait jamais su retenir. Oh. Tiens, Louveteau, souviens-toi, c'était il y a 2 mois à Chinon. Tu me demandais comment s'est fait une pucelle. Eh bien, regarde-la. Regarde-la. Elle nous mène à la baguette sacrée. La Hire. Ce soir, tu diras 3 patères et un Ave Maria. Bien, pucelle. Quand je pense qu'elle s'en est venue avec son haridelle et ses tétons. Oui, je peux en parler, Dunois. C'est comme du nuage, des fleurs de pommier au printemps, moi qui les apprécie. Eh bien, elle est là, dans son armure, et je me regarde dans ses yeux. Moi, Jean de la Hire, et toi le bâtard, et toi Louveteau, et tous, tant que nous sommes, gens de sang et de violence, nous voilà pareils à des agneaux ivres du bleu du ciel. Elle venait voir le roi, souvenez-vous. Et les docteurs de la visiter, les savants de l'interroger, et nous les capitaines d'armes de rire d'elle et de ses visions. Et le roi, notre roi lui-même, de douter, comme à l'accoutumée. Eh bien, elle, il lui a suffi de parler, de nous regarder, et nous voilà dans Orléans, les godames en fuite. Toutes les cloches de la ville sonnent à toute volée. Voilà ce que c'est qu'une pucelle. Louveteau. Gilles, je ne suis qu'une petite paysanne de Domrémy en Lorraine. Et je n'aurais jamais quitté mes prés. C'est le Seigneur des cieux qui a tout fait. Il m'a dit, il est à Bourges un dauphin de France, Jeanne. Jeanne, ferai-lui la route.
La grande route. Quelle route, Jeanne? La route de Reims, mon frère. La route de la cathédrale du Sacre. Il faut de ce dauphin faire un roi. Le roi de France. Et nous le ferons. Charles ira à Reims et nous au devant de lui. Compagnon. Compagnon de mon cœur. Et tiens, toi, Gilles, beau Gilles, le plus jeune des miens, c'est toi qui iras quérir en l'abbaye de Saint-Rémy-l'Ampoule, la Sainte-Ampoule. Gilles, baron de Rais, pour la satisfaction que nous ont donnée vos services et vaillances en toutes occasions, aujourd'hui, après notre sacre en la cathédrale de Reims, ayant été oint avec le crème de la Sainte-Ampoule par vous-même apporté, nous, Charles, roi de France, vous nommons maréchal de France et vous autorisons à entourer vos armoiries d'une bordure de fleurs de lys sur fond d'azur, grâce accordée pareillement ce jour même à notre compagne bien-aimée Jeanne, dite la Pucelle. Jeanne, ma sœur, maréchal de France à 24 ans, moi, Gilles, ton compagnon. J'aime cela, beau Gilles. Écoute encore, ma femme me mande qu'elle a accouché à Chantossé. Me voilà perdu une fille à qui je donne le nom de la Vierge Marie. Je t'aime, mon nom Dieu, mon gentil compagnon. Jeanne, tout est splendeur. Et rien n'a jamais été aussi beau. Il me semble que grâce à toi, Jeanne, on m'a libéré de tout le mal. Je sais, beau Gilles, je sais. Tu sais? Mais que sais-tu, Jeanne? Je sais tout de toi, Gilles de Rais. J'ai lu dans tes yeux d'où tu viens, où tu allais. Te voilà dans la grâce du ciel, pur à nouveau et clair comme eau de roche. Non, Jeanne. Non, vous ne savez pas, Jeanne. Vous ne savez pas tout. Ma vie n'était pas ce qu'elle paraît. Et au fond de moi-même... Ne parle pas, Gilles. La lumière est entrée en toi. Ce jour de sacre, toi aussi tu deviens roi. Le roi de ton sort et de ta plénitude. J'appelle sur toi le secours des anges. Les anges? Ce sont eux qui t'ont atteint, beau Gilles. Je prie pour qu'ils ne t'abandonnent jamais. Je chéris l'haïr, mais il est fait de terre et d'instinct. J'affectionne le bâtard, mais il porte déjà en lui la musique de la grâce. Toi, je t'aimais davantage parce que tu es le plus en péril. L'arbrisseau sans forte racine. Je veux ton salut comme celui du royaume. C'est pourquoi, beau Gilles, j'invoque les anges. Je m'agenouille devant vous, Jeanne. Je vous offre ma vie et je vous demande votre protection constante. Nous n'avons pas fini, mon frère. La route est encore longue au-devant de nous. Que le ciel veuille nous maintenir en sa garde, toi et moi. Car l'épreuve nous attend. Rappelle-toi, je l'ai dit à mon arrivée à Chinon, je durerai 1 an, guère plus. Non, non, non et non. Mais enfin, Lahir, comment expliques-tu cette inaction, ces atermoiements? Est-ce que je sais? Je ne suis pas savant, Dunois. Laisse-moi baffrer, et je n'en ai guère envie. Laisse Lahir baffrer. Si tu veux philosopher, adresse-toi à l'état supérieur. Le louveteau te répondra. Le voilà replongé dans ses bouquins. Pauvre gosse. Il ne sait plus à quel sein s'ouvrir, depuis que Jeanne n'est plus là. Ce n'est plus la même chose, non. Ce n'est plus la même chose.
Depuis le siège manqué de Paris et la blessure de la Pucelle, nous avons été battus à la Charité. Et le roi le trouve bon. Il licencie l'armée et se repose au bord de la Loire. Demande au louveteau, bâtard. Il a fait amitié avec les anges. Peut-être qu'il va bientôt entendre des voix, lui aussi. Et elle-même, Jeanne. Pourquoi ces incertitudes? Ces échappées de hannetons dans tous les sens. Et à cette heure, sa randonnée presque sans soldats vers Compiègne. Que veut-elle? Que cherche-t-elle? Elle sait bien que le grand-duc du Poinan n'est pas digne de sa confiance. Je baffre, Dunois. Je baffre. Et je te le dis tel que je le pense. Voilà comment sont les pucelles, nom de Dieu. Oh, Lahire! Oui, tu as raison, bâtard. Jeanne, c'est notre Jeanne. Le ciel ne l'abandonnera jamais, car elle lui appartient. Nous la suivrons jusqu'au bout, du tel à Compiègne. Oui, Lahire, oui, je t'entends. Mais le louveteau, lui, c'est de la vie encore trop jeune et faible. Le glas. Le glas. Les cloches sonnaient le glas quand j'ai vu cet hérétique pour la première fois. Seul. Je suis seul dans cette prison avec tout ce passé qui remonte du fond de ma mémoire. C'était le soir. J'étais sous ma tente. Mais qu'ont-elles donc à sonner tout le temps, ces cloches? Voilà le prisonnier, monseigneur. Bien, laisse-nous, je vais l'interroger. Est-ce bien prudent, monseigneur? Cet homme est un frénétique. Je suis assez grand pour me défendre. Ce n'est pas un pauvre hérétique qui me fera trembler. Ouste! Toi, ton nom? Gobert Mathieu, monseigneur. Gobert Mathieu. Bien. Tu es incarcéré pour crime d'hérésie. On t'a trouvé porteur de ce livre sacrilège et magique. Tu sais que cela entraîne de facto l'excommunication et d'être brûlé vif. Entends-tu? Vif. On brûle vif, mon petit Gobert. On brûle vif. C'est par hasard que j'avais ce livre sur moi. À la vérité... Tais-toi. Alchimie, invocation des démons. Tu as avoué sous la torture et tu as mentionné un orfèvre d'Angers qui peut réaliser le grand œuvre. L'or. L'or, à quoi sert l'or? Dis-moi, peux-tu lire dans le ciel? Expliquer ce qu'on ne sait? Monseigneur, à la vérité... Tiens, voici une bourse d'argent. Tu l'emporteras en enfer. Je ne suis pas ton ennemi, Gobert Mathieu. Tu peux me répondre sans crainte. Ange ou démon, il faut que tu les interroges pour moi. Dis, arriverons-nous à libérer la Pucelle? La Pucelle... elle... Mais tu peux parler. Le coup de main de Jean de Lahire à Louviers n'a pas réussi. Dunois et moi entretenons en Normandie un corps d'armée pour l'arracher au juge de Rouen. Y parviendrons-nous? Monseigneur, je ne saurais... Mais puisque la Pucelle est sorcière et hérétique comme toi, tu peux parler en confiance. Je vous jure, monseigneur, que je ne suis nullement sorcier. Veux-tu passer de rechef à la question? Écoute, Gobert Mathieu. Si tu es l'homme que je pense, tu dois pouvoir t'adresser aux forces supérieures. Les anges nous ont abandonnés, Jeanne et moi, et tous, tant que nous sommes. Le ciel a basculé. Ou alors c'est que les anges sont des démons, comprends-tu? Tiens, prends ton livre. Je n'y comprends goutte, tu vas me l'expliquer. Le lire avec moi et me l'expliquer. Je te promets de l'or, puisque c'est à l'or que tu tiens, mais il faut que tu invoques les anges, il faut que tu les persuades. Tu entends? Il faut que tu les persuades. Jeanne! Jeanne! Mais pourquoi t'ont-ils laissé brûler? Et toi, Jean de Craon, mon maître, pourquoi
es-tu mort? Seul. 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 Vous m'avez laissé seul. Ah, bon, Seigneur, vous exagérez, vous allez réveiller tout le monde. Seul. 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 Les anges ont trahi. Et la lumière, toute cette lumière. Le ciel a craché dessus. Le ciel a tout embrainé. Pas de doute, c'est le vin chaud. Ça pèse sur l'estomac. Qui parle de vin chaud? Apportez-en. Et de l'épicé. Avec de la mandragore, du chanvre, de la belladone, du jusquiam. Pareil à celui que je faisais verser à nobles émanants à mon château de Tifauge. Du vin chaud. Du vin chaud pour Gilles, baron de Ray, qui est seul et que personne ne vient secourir. Ah, vous en avez de la chance d'être excommunié, monseigneur, et qu'il faut vous donner tout ce que vous voulez. Du vin chaud et poivré, puisqu'il n'y a plus de pureté, puisque les anges mentent, puisque Jeanne est la putain des armées, la sorcière de Chinon, l'hérétique et la relapse de Rouen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais que vous ne m'aimez pas, Siguet, bien que vous soyez mon cousin par mariage. Qu'allez-vous chercher là, madame? Laissez-moi dire. Vous êtes ainsi fait que toute femme vous paraît être une créature méprisable. Mais... Non, ne protestez pas, je le sais. Malgré cela, j'ai besoin de votre aide. Je vous conjure de me l'accorder. En quoi pourrais-je... Vous êtes l'ami de Gilles, son seul ami à cette heure. Qu'a-t-il donc contre moi? Mais rien que je sache, madame. Depuis qu'il est revenu de la guerre, dans ces années de trêve et de repos, il n'est plus le même. Il s'enferme toujours dans un autre château que celui où je me trouve. Il ne veut jamais me voir. Même notre petite Marie, elle est toute jeunette. Pourtant, elle en souffre. C'est un ange. Vous dites cela sur un ton comme lui. On croirait qu'il a horreur d'elle et de moi. Tout ce que j'obtiens de Gilles, ce sont des outrages. Il prétend que je ne peux plus le comprendre. Il convoite on ne sait quelle gloire solitaire et un peu maudite. Il est allé jusqu'à m'affirmer qu'il était né sous une telle étoile que nul au monde n'a jamais fait, ne pourrait jamais faire ce qu'il a fait lui-même. Gilles est porté à s'exalter, mais tout cela pour la gloire du ciel. Parlez-vous sérieusement? Que lui faut-il encore? Il est le plus riche seigneur de Bretagne et même du royaume, et par consentement universel, le plus hardi de ses chevaliers. Quand Ray, le héros, l'annonce comme un roi et qu'il apparaît sur son coursier casse-noix, suivi de son escorte et de ses musiciens, pas de pont-levis qui ne se baisse devant lui. Et pas de seigneur, si haut soit-il, qui n'en meure de rage. Que voulez-vous dire? Une réflexion personnelle. Allons, madame, cessez de vous inquiéter. Rien dans la conduite de Gilles qui ne doive mener au triomphe du ciel et des anges. Ce qui le soucie, l'entreprise qu'il a formée, ne peut que le grandir dans la considération de tous. Je ne vous entends pas, cousin. C'est encore un secret, mais je peux vous en toucher un mot. Gilles a décidé de sacrifier largement à la beauté et à la pitié en établissant une collégiale dédiée aux saints innocents, les jeunes victimes d'Hérode au corps recouvert d'une chemisette ensanglantée. Une collégiale? Il y aura un doyen, des chantres, archidiacres, vicaires, écolâtres, trésoriers, chanoines, chapelains, coadjuteurs et clercs, pas moins de 80 personnes, le clergé d'une cathédrale. Rien que de très pieux dans tout cela. Il veut que ces chanoines portent la capa magna et la mitre, et il l'obtiendra du pape. Il a assez d'argent pour l'obtenir. Cousin, il y a dans vos paroles un ton qui me fait trembler. Le destin de Gilles est beau, mais j'y devine je ne sais quoi de singulier. Allons, madame, point de meilleur catholique que Gilles. Vous savez qu'il a applaudi des deux mains au brûlement de l'hérétique. Jeanne, la pucelle, il ne jurait que par elle. Et depuis, plus de combat. La solitude dans ses châteaux, une oisiveté qui nous ronge tous. Il se repose. Il a fait son devoir, le ciel l'en a récompensé. À présent, il cultive le jardin de ses pensées. Quant à ses troupes, il les a confiées à Jeanne des Armoises. Une pucelle en vaut une autre, n'est-ce pas, madame? Siguet,
Essayez, vous me faites de plus en plus peur. Pourquoi donc, madame? Je vous assure que Gilles ne se soucie que de la gloire de Dieu. De Dieu et des anges, madame. Eh bien non. Cette pucelle ne valait pas mieux que l'autre, maître Jean Bloin. Mon frère a fini par s'en dégoûter et lui a retiré le commandement de ses hommes. Au fond, il regrette la première, la sorcière de Rouen. Comte, vous ne venez pas dénoncer votre frère Gilles de Rais à l'Inquisition. Oh, Dieu m'en garde. Je vous le raconte en passant, maître Bloin. Oui. Et d'ailleurs, Gilles est pieux et n'a Dieu que pour sa collégiale. Il y engloutit sa fortune. Il a de quoi. Tous les seigneurs le jalousent. On le jalouse et on l'aide à s'y ruiner. Tant et si bien que moi, à tout hasard, j'ai réclamé ma part d'héritage, qu'il m'a versé scrupuleusement. Il a beau être riche, tout peut avoir une fin. Tenez, cette maîtrise. Les petits anges. Oui, a-t-on idée d'aimer la musique à ce point? Je veux bien qu'il éblouisse et que le duc de Bretagne lui-même, traversant ces terres, le prie de lui prêter sa chapelle et ses musiciens. Je veux bien que ses voix d'enfants lui montrent les chemins du ciel. Mais qu'il dépense des milliers de livres pour dénicher tant de petits rustres et les faire voyager en somptueux équipages, comme s'ils étaient de grandes maisons. Et cette nombreuse psalette, des vielles, harpes, luttes, trompettes, flûtes à bec, et surtout ces orgues, qu'à présent il emmène partout, comme s'il ne pouvait vivre sans elles. Une garde du corps de plus de 200 hommes de cheval, la demi-douzaine de soudoyers portant sur leurs épaules les orgues, sortant du château de Machecoul au milieu de 500 pertuisanes, c'est trop. C'est vraiment trop pour un simple baron. Heureusement qu'il y a les anges. Les anges? Que voulez-vous dire, maître Jean Bloin? Rien, comte. Rien encore, du moins. Jamais on n'aura vu fête aussi somptueuse à Orléans, mère. Ce seigneur a vraiment aimé ma sœur Jeanne de toute son âme. Peut-être qu'elle le voit du haut des cieux et s'en réjouit. Raconte-moi, fils. J'aime ces voix qui chantent. Il est si riche. Nous plus encore. Et prodigue. Il veut nous faire un grand don. C'est justice, puisque ma petite Jeanne l'affectionnait. La ville d'Orléans nous entretient, mais nous n'avons pas de fortune devant nous. Peut-être que le seigneur de Ray pourvoira. Il est tout jeune, mère. 31 ans. Et beau garçon. La moustache noire et juste un collier de barbe. Noire aussi, mais avec des reflets bleus. Il y en a qui l'appellent Barbe Bleue. Barbe Bleue? C'est pour rire. Le seigneur de Ray est là avec toute sa cour. L'auberge de la Croix d'Or, rien que pour lui. Le petit saumon pour son frère, le comte de la Suze, et sa collégiale à l'écu Saint-Georges et à l'enseigne de l'épée. 9 autres auberges dont la tête noire, le dieu d'amour, et le cheval blanc pour la suite. On dirait Orléans occupé par toute une armée. Ils vont représenter jeux, musique, farces et personnages avec des tréteaux sur toutes les places, comédiens, jongleurs, troubadours, ménétriers. Le plus beau, ce sera le mystère du siège d'Orléans. On va montrer notre Jeanne. Oui, elle lui-même à son côté, comme à la Bastille des Augustins. 2500 vers et des personnages en masse. Plus de 500 figurants qui vont changer de costume à chaque représentation. On dit que tout cela lui coûtera plus de 80 000 écus d'or. Jésus Maria. Ce Seigneur est vraiment magnifique. Fils, tu ne crois pas que je le devrais voir et bénir? Ce ne sera utile, mère. Il aimait votre fille de toute son âme. Quelle pitié que Jeanne soit morte. Ah, quelle pitié. Aussi, moi, dame, ne doutez faire vœu ce qui vous plaira. Mes alliés et députés, dame, sachez, tout y viendra. Et votre vouloir en fera de tout en tout à votre guise. Et quand voudrez, on partira.
Les fêtes d'Orléans l'avaient déjà à peu près ruiné, Éminence. Et ces fêtes en l'honneur d'une soi-disant pucelle régulièrement condamnée par un procès ecclésiastique. Oh, je sais bien, Éminence, qu'une procédure de réhabilitation est en cours, mais pour l'heure, nous devons nous en tenir au jugement officiel. Enfin, il n'était qu'à moitié ruiné. La situation a empiré depuis 2 ans, Éminence. À voir le nombre de juifs, lombards et prêteurs sur gage qui sont en rapport constant avec lui, à en juger par la facilité avec laquelle il vend à vil prix ce qu'il a acheté la veille à prix d'or, il faut croire qu'il a fortement entamé l'autre moitié. Songez qu'il vient encore d'emprunter à un certain Jacques Boucher, déjà son créancier en argent et denrées alimentaires, 100 réaux d'or. Et savez-vous ce qu'il lui a bagué en garantie? Son propre coursier Casse-Noix, avec 11 sus. Je sais. Le duc m'a parlé de ses prodigalités. Le duc est un suzerain complaisant qui pousse à la roue. Il vient de le nommer lieutenant général du duché, sans doute pour écorner encore un peu ce qui reste. Le duc de Bretagne est mon ami. Et il sait ce qu'il fait, maître Jean Bloin. On dirait le seigneur de Ré en révolte contre son propre état et l'univers entier. Il a vendu toutes ses seigneuries, ou presque. Je suis même informé que son épouse qu'il délaisse... Et pour cause. Que voulez-vous dire? Je suis informé qu'elle est chez le roi, afin d'obtenir qu'il interdise au baron de Ray de dissiper davantage la fortune qui revient à leur fille Marie. Elle a donc pu quitter Pouzauges, où le baron l'exilait? Oui. Ah. Toujours est-il que je ne vois pas pourquoi nous interviendrions à notre tour. Il reste au seigneur de Ray la formidable citadelle de Chantorcé et ses troupes. Il est le maître sur les terres qui lui restent. Il y a pire, Éminence. Il y a les anges. Hein? La voie publique, Éminence. Sa maîtrise, ses innombrables pages et petits chantres. On parle de divertissements aussi somptueux que répugnants. Ces échansons se présentent à la table seigneuriale nus ou couverts de gaz vaporeux. Frère Jean Bloin. Et ces racontars sont venus jusqu'à moi. Roman est informé. Mais il n'en est pas de preuve. Pas de preuve, frère Jean Bloin. Pas encore de preuve, Éminence. J'en saurais peut-être davantage. Un chanoine, Eustache Blanchet, du diocèse de Saint-Lô, vient d'être appelé au château de Tiffauges. Et alors, inquisiteur? Votre Éminence ne connaît pas Eustache Blanchet? C'est un bien singulier chanoine. Eustache Blanchet. Eustache Blanchet, je te connais. Ma bonne dame, je ne vois pas qui... Tiens, j'ôte de mon visage mon étamine noire. La Meffray, Perrine Martin, innominée Patrice et fille. Alors, pas la peine de te signer, nous sommes entre nous. Oui, c'est moi la Meffray. Et je te conseille de ne pas le prendre de haut, je suis au service du seigneur de Ray. J'en suis fort aise. Vous allez pouvoir m'expliquer que me veut votre seigneur? Ce qu'il te veut. Alors, ne fais pas le nigaud. Le seigneur de Ray sait que toi aussi tu te connais en grimoire et sortilège. Moi? Oh, comment osez-vous parler de la sorte à un prêtre pauvre, mais honoré? Toi, Landon, mon Eustache, trêve de parole. Il y a de l'or à gagner ici. Je te connais pour ivrogne et débauché, agissant dans tes ivresses et débauches à l'encontre de toutes les lois naturelles. La chair est faible, mais... Ce n'est pas tout, Ribot. Sabat, tu as été mon client, tout curé que tu sois. Et quand je parcours la campagne, j'entends parler de toi. Tes hommes se dissimulent dans les taillis, on me l'a raconté. Tu attires par des fables les enfants et aussitôt tes empocheurs de s'en saisir pour les jeter dans de grands sacs. As-tu nié que tu en as profité toi-même? Peu importe, je ne veux pas me mêler à tes maléfices. Toi, toujours prêt à vendre le vin de la messe et les hosties. Je ne vends rien du tout. Écoute, mon Eustache, je peux te faire donner les verges, tu aimeras peut-être ça et tu finiras par dire oui là où tu dis présentement non. Je peux aussi te montrer de la belle marchandise, des petits mignons aux mains attachées, aux bandeaux sur les yeux. Choisis, que préfères-tu? En tout cas, toi le tonsuré, il nous faut ton ministère. Non, la Meffray, je ne vaux rien pour ton seigneur. Mais je peux lui procurer l'homme qu'il faut. Si seulement mon seigneur de Ray me paie un voyage.
Un long voyage. Un voyage où? À Rome. J'y connais des hommes qui piochent les grands livres et réussissent l'œuvre magique. De vrais maîtresses arcanes, pas des épouvantails de campagne de ta façon. Méfie-toi, mon Eustache, tu sais que je connais des sorts. Tu ne peux rien contre moi, sorcière. Je suis paré. Et puis, je parle trop. Peux-tu jurer que tu ramènerais pour de bon de Rome le maître qu'il faut? Mieux que cela même, la m'effraie. Jeanne, tu n'as pas tenu parole, tu n'es pas venue. Au soleil de mai, sur les bords de Loire, vêtue de lumière. Et tu n'étais qu'une sorcière hérétique et relapse. Les plus belles choses du monde sont creuses. Et les anges... Ah, tes anges. Ils t'ont laissé brûler à Rouen. Tout a basculé, tout. Et tout devenait permis. Tout. Que n'ai-je pas mis en œuvre pour que la pureté ressurgisse? Mais ce n'est pas toi qui es venu, Jeanne. Pas plus que tu ne reviens à cette heure que je t'appelle. Démons étaient les anges. Je vous conjure. Baron, Satan, Bélial, Belzébuth, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, par la Vierge Marie et tous les saints, d'apparaître ici en notre présence, afin de vous entretenir avec nous et de faire notre volonté. Qui a appelé? Qui a ri? Ce n'était pas ma voix, et pourtant... Jeanne, c'est toi que j'invoquais. Jeanne, tes anges avaient des yeux clairs et doux. Ils me regardaient avec crainte. Et moi, je m'efforçais de leur inspirer confiance. Leur voix, leurs prunelles, leurs mains dans les miennes. Mais quelque chose montait en moi, comme une flamme, la flamme du vin épicé et brûlant, la flamme de ton bûcher à Rouen. Les anges, mais les anges, il fallait les châtier, qu'ils souffrent eux-mêmes de leur trahison. Monseigneur, je me suis présenté à la curie de Rome sous le prétexte de leur parler de la collégiale, mais suivant vos instructions, j'ai fait ma petite enquête. J'ai l'homme qu'il vous faut, Monseigneur. Vous savez que l'Italie est la terre bénie des magiciens et alchimistes. Celui que j'ai trouvé est le premier des élèves de Pierre d'Albano qui avait relation avec les esprits de la lune et de Bernard le Trévisan qui parcourt la terre à la recherche de la pierre philosophale. Pour François Prelati, il l'a déjà trouvé. Comment l'appelles-tu? Maître Prelati, Monseigneur. Il a été ordonné prêtre par l'évêque d'Arezzo, et bien qu'il soit vu de bon œil à la curie, il est, malgré sa jeunesse, par ses maîtresses recherches spargiriques. Il est beau, Monseigneur. Calme-toi, bougre, et amène-le-moi. Si ces mérites correspondent à l'éloge que tu en fais, ton voyage t'enrichira. Introduis-le. Voici Maître Prelati, Monseigneur. Vous pouvez lui parler ouvertement, il sait ce que vous attendez de lui, et il a porté son grimoire de cuir noir. Maître Prelati. Maître Prelati, oui. Vous paraissez bien jeune. Que savez-vous faire? Que Monseigneur me pardonne. Francesco Prelati sait faire beaucoup. C'est à Monseigneur d'expliquer à Francesco Prelati ce que Monseigneur veut.
Il me faut de l'or, mon garçon. Beaucoup d'or. J'en ai cherché par tous les moyens. Vous trouverez ici l'adulel et la tanor, et autant d'alambics, de cornues et de pélicans qu'il vous faudra pour œuvre au feu philosophique. Francesco Prelati voit que Monsignor est un adepte de la philosophie métallique. Mais Monsignor a-t-il déjà réussi le chef-d'œuvre de l'or et la chose unique, la fabrication de l'œuf bienfaisant qui est blanc, rouge, jaune, bleu de ciel et vert? Non, mais j'ai lu Raymond Lulle, et je sais qu'avec un ducat et son poids de rosette et de fine lune... Lulle dit textuellement: prendre cette médecine esquisse, gros comme un haricot. Prosette-le sous 1000 onces de mercure. Celui-ci sera changé à une poudre rouge. Et avec d'autres mercures, d'autres poudres rouges, au travers de 100 autres transmutations, tu finiras par mouer le métal en or qui vaut mieux que le meilleur or du monde. Voici ce que dirait mon Lulle. Mais Francesco Prelati fait mieux, Monsignor. Francesco Prelati affirme que nulle transmutazione véritablement sublime ne peut s'effectuer hors de la présence de... Ne le nommons pas. Mais Francesco Prelati sait de quoi il parle. Avez-vous déjà eu recours à la Goétie, Monseigneur? Une nuit, un magicien au service de Monseigneur est entré dans un taillis, l'épée à la main. On a entendu un grand cliquetis d'armes. Puis l'homme est sorti de la forme à l'empoint, s'étant battu avec quelqu'un qui lui était apparu sous l'aspect d'un grand léopard. Que osez dégainer contre... Une autre fois, un second enchanteur a tracé le cercle magique dans une salle de Tifauge. Monseigneur y est entré et... Ma frayeur a été si grande, je l'avoue, que j'ai sauté hors du cercle en disant la prière Alma Redemptoris Mater. Le pauvre enchanteur a été battu comme plâtre par le... Monseigneur, farce d'écolier que tout cela. Depuis quand se bat-on avec ceux à qui l'on a recours? Francesco Prelati, lui, a le moyen de les amener à lui, et sans combat. Raconte. Que Monsignor sache que la première fois, ils sont apparus sous la forme de 20 corbeaux muets. La fois suivante, Francesco Prelati s'était engagé à offrir une poule, colombe, tourterelle ou pigeon. Il a vu surgir un beau jeune homme qui s'est nommé comme étant baron et qui depuis est son troussement avec les ténèbres. Beau? Glaser, qui l'a vu, le décrit comme un monstre rabougri, bossu et cornu, à la bouche tuméfiée. Ah, petit diable, Monsignor. Francesco Prelati ne connaît que les maîtres. Lucifer, empereur. Belzébuth, prince. Astaroth, grand-duc. Lucifer, premier ministre. Sartaganas, général. Baron est de cela. Francesco Prelati n'a cours des esprits agissants mais inférieurs, dont il existe 6 espèces. Ignées, aériennes, terrestres, aquatiques, souterrains et lucifuges, suivant les lieux qu'elles habitent. Et tu crois que grâce à... Francesco Prelati le croit, Monsignor. C'est affaire de recherche et de patience. Francesco Prelati est disposé à mettre sa science à votre service. Monseigneur de Sillé, est-il prêt? Oui, j'ai tiré mon épée. Commençons, on ne viendra pas nous déranger dans ce souterrain. Maître Stas, la main plus ferme. Ton flambeau de cire vacille. Francesco Prelati exige le silence. Attention, la vieille.
Je n'ouvrirai pas la bouche, monseigneur. J'ai trop envie de le voir. Monseigneur, est-il vraiment nécessaire que je reste? Allons, bougre. Ne fais pas dans ta soutane. Monseigneur d'Oscillé, tracez le grand cercle avec la pointe de votre épée. Maître Francesco Prelati inscrit alentour ces caractères magiques. À toi, sorcière, l'aloès, la myrrhe et l'encens, aussi bien que ma poudre verte sur les charbons ardents. À vous, monseigneur d'Oscillé. Je vous conjure, Baron, Satan, Bélial, Belzébuth, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, par la Vierge Marie et tous les saints, d'apparaître ici en notre présence. Rien. Toujours rien. Oh, patience, monseigneur. La voix de votre cousin n'est pas la bonne. À vous d'invoquer à présent. Je vous conjure, Baron, Satan, Bélial, Belzébuth, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, par la Vierge Marie et tous les saints, d'apparaître ici en notre présence, afin de vous entretenir avec nous et de faire notre volonté. J'ai peur, monseigneur. Laissez-moi filer. Oh, silence! Il ne veut pas. Il ne veut pas. Faut croire qu'il est dur de la feuille. Prelati, mon garçon, je me prends à douter. J'ai déjà sacrifié nombre de coqs et de colombes, et la verveine, l'encens mâle, la cire des cierges sans cesse allumée, rien ne te fait défaut. Patience, monseigneur. Prelati, mon garçon, il faut réussir. Mes coffres sont vides. J'ai dû promettre de vendre Chantossé où tient toute ma force. Ils sont tous à mes trousses. Il faut réussir, magicien, sans quoi j'ai la colère prompte et vive, Prelati. Monseigneur ne fait pas ce qui se doit. Si Monseigneur signait le pacte en bonne et due forme. Non, Prelati. J'ai dit non. Mais pourquoi donc, cousin? La cédule obligatoire ne t'engage à rien de grave. Elle n'engage, Monseigneur, qu'à donner ce que Baron demandera. Et cession faite pour l'âme de Monseigneur et sa vie. Entends-tu, Gilles? Hormis ton âme et ta vie. Ce n'est pas excessif. Puisque Monseigneur obtiendra tout l'or qu'il voudra. Bon. J'accepte. Mais fais vite. Ce n'est pas tout, Monseigneur. Le sacrifice animal n'est plus suffisant. Monseigneur doit offrir également la main, les yeux et le corps d'un enfant innocent. J'ai peur, monseigneur, j'ai peur. Tais-toi, quoi? Francesco Prelati répète. La main, les yeux et le cœur d'un enfant innocent. Des anges, cousin. Des anges. Monseigneur peut accepter des anges. J'en trouverai autant qu'il en faudra. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Maintenant, comble-moi bien ce trou. Non, 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 et non. Francesco Prelati è evidente chrétienne.
Ce n'est pas ici qu'il faut enfouir ses cendres, mais en terre chrétienne. Que Monseigneur laisse faire la sorcière, que Monseigneur aille s'entretenir avec son diable cornu. Sorcière, sorcière. Puis cette langue de vipère s'est desséchée. Francesco Prelati l'a encore vu pour la 12e fois. Et Baron a donné à Francesco Prelati la poudre noire sur une pierre d'ardoise. Et depuis que notre Seigneur la porte sur lui, en une étui d'argent, le Seigneur ne craint plus personne. À merveille, dommage qu'il n'y ait que toi, le macaroni, pour le voir, ton démon. 12 fois. La 13e sera la bonne. Notre Seigneur est encore trop nerveux. La dernière fois que le maître est apparu à Francesco Prelati, il lui a montré un monticule d'or. Francesco Prelati a alerté le Seigneur. Et le Seigneur a bien vu le grand serpent vert. Mais il a couru quérir un morceau de la vraie croix et il a voulu tousser alors. Tout s'est évanoui. Le Seigneur a tort de ne pas vouloir signer le grand pacte. Il ne s'engageait pas assez. Qu'est-ce qu'il te faut, macaroni, alors qu'il est? Depuis un an que ça dure, je ne vous ai pas amené moins de 200 anges. Ainsi que vous dites. Il en faut, il en faut. Mais le sacrifice n'est pas pour. Au lieu de les offrir franchement au maître, le Seigneur s'en régale lui-même. Drôle de régal. Les regarder clamser. Oh non, ce qui peut être compliqué, le Seigneur, comme tu dis, est de dépecer, de garder les chefs sur la cheminée, de les bécoter avant de les brûler. Si c'était encore du présalé, qui est bon à mâchouiller. Tais-toi. Une vraie jetteuse de sorts des villages. Tu ne comprends rien. Et toi, le macaroni, si tu es si fort que ça, pourquoi que tu ne remets pas la main sur Eustache? Ce n'est pas l'affaire de Francesco Prelati. Eustache Blanchet est le dernier des couards. Il se cache du côté de Mortagne. Paraît qu'il a couru tout raconter à l'inquisiteur. Personne ne touchera notre Seigneur. Eustache, ça lui faisait mal au cœur de leur voir arracher les tripes. Et il tremblait à tel point qu'il n'était même pas bon à nettoyer les sangs. N'empêche qu'il s'était esbigné, et que ton diable n'y a vu que du feu. Ah, voilà le Seigneur. Avec toute sa troupe, il a encore dû taper sous quelqu'un. Mes amis, la bonne farce pour ce beau jour de la Pentecôte. Le ciel ne peut plus rien contre moi. Je leur ai donné une leçon au calotin. Je suis armé au poing. J'ai pénétré dans l'église de Saint-Étienne de la Mer Morte juste après l'élévation. Et j'ai pris par le cou le clerc, frère du trésorier du duc, qui a osé molester mes serviteurs. Je l'ai arraché à l'hôtel et battu, puis traîné jusqu'à Chantossé, où je lui ai encore fait donner les verges. Ah, la bonne farce à apprendra au duc et à l'évêque à manquer à Gilles de Rais. Oh, c'est un grand blasphème, monsignor. S'attaquer à un clerc tonstouré en train d'officier. Oh, mêle-toi de tes oignons, Florentin. Grâce à toi, je domine le ciel et je compte les anges. Et baron, ton baron. Tiens, je vais aller jusqu'au bout. Je suis disposé à signer Francesco Prelati. Oh, monsignor, nous touchons au bout. Dis-moi encore la formule. Je promets au Belzébuth que je vous servirai toute ma vie et vous donne mon cœur et mon âme, toutes les parties de mon corps, tous mes nerfs, tous mes ossements, toutes mes veines. Je vous donne ma vie pour votre service. Voire même si j'avais 1000 vies, je vous les donnerais toutes. Ah, je l'ai signé, tout a basculé, je suis le plus fort. Moi, baron, à toi, diable baron. Par mordement de Monseigneur l'évêque de Nantes, et au nom de Monseigneur le duc de Bretagne, Gilles, baron de Rais, vous êtes cité à comparaître devant la cour ecclésiastique. Afin d'y répondre, ainsi qu'il est de droit,
d'avoir offensé la majesté divine de toute manière. Pauvre capitaine, quelle besogne, hein? Et tu oses prononcer ces paroles en présence du seigneur de Ray, entre les fortes murailles de son château de Machecoul, alors que tu sais le pont levé et que tu vois nos hommes en armes autour de toi? Monseigneur de Sillé, j'exécute la mission qu'on m'a confiée. Tu as tort, pauvre capitaine, de t'attaquer à mon cousin. Il sera déjà bien beau si toi et ton notaire et tes janissaires vous sortez d'ici sans avoir les os brisés. Tu parles d'or, cousin. Ils ne savent ce qu'ils font. On a déjà dit ça sur une croix aux environs. S'attaquer à moi. Alors que me voilà pour de bon au sommet de ma vie, n'ayant jamais tenu tant de puissance grâce à l'aide que je convoitais. Ils osent s'attaquer à moi. Alors, beau cousin, qu'en faisons-nous? Nos sous-sols et nos douves ne demandent qu'à les accueillir, à moins que l'on ait recours à des façons adroites et raffinées de dépecer les corps. Dieu nous garde de confondre soudards et beaux anges, cousin. Dois-je répéter la lecture du mandement, monseigneur? Épargnez-vous cette peine, pauvre capitaine. Le seigneur de Rennes est nullement dur d'oreille. Alors, cousin, qu'en faisons-nous? Alors, capitaine l'abbé, je vous suis. Le suivre? Mais tu es fou, Gilles. Tu es là, dans ton château, parmi tes hommes. Mais justement, je n'ai point besoin qu'on me protège. Je vous suis, capitaine. Personne n'osera s'attaquer à Gilles de Rais. Je veux les voir blêmir sous mon regard. Au sommet de ma vie et de ma puissance. Au sommet de ma vie et de ma puissance. Seul dans cette geôle. Personne à mon secours. Comme après Rouen, après Compiègne, quand tout a basculé. Pareil à un loup. Un loup traqué par le fer et par le feu. Un loup piégé. Personne pour venir à mon secours. Jeanne! Jeanne! Brûlez comme tes anges. Brûlez comme bientôt toi-même. Jeanne! Jeanne! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ta voix, Jeanne la pucelle. Enfin. Gilles. Pauvre Gilles. Oh, que de fois invoqué, Jeanne. Ton secours me manquait. J'ai tout fait pour entendre à nouveau ta voix. C'était à toi de venir à moi. Non à moi d'aller à toi. Jeanne, sorcière, hérétique, relapse. Vois la colère de Dieu sur ceux qui m'ont jugé. Mort subite, lèpre et malédiction, cadavres dans les égouts. Le feu de Rouen est des feux du ciel, non de l'enfer. Gilles, pauvre Gilles. Toi que j'aimais, la proie des démons. Toute ma vie avait basculé. Les anges méritaient la vengeance, la cruauté. Pauvre Gilles. Jésus lui-même a tremblé. Et moi, j'ai eu grand peur. Mais toi, Gilles, toi qui étais le beau Gilles, tu as fait pis que trembler et douter. Tu as vendu ton âme, Gilles. Jeanne, aide-moi.
Je suis seul. Seul. Gilles, il y a autour de toi des centaines et des centaines d'âmes innocentes et torturées. Je ne peux rien pour toi, rien que de te donner rendez-vous au milieu des flammes du bûcher. Le feu de l'enfer. Le feu du ciel, Gilles. Je te donne rendez-vous sur le bûcher. Gilles, baron de Ray. Vous voilà comparaissant en notre présence en la salle basse de la Tourneuve. Ainsi qu'il en a été ordonné hier, vous allez subir torture et questions canoniques. Avant d'y procéder, avez-vous quelque chose à dire? Guillaume Chapéon, inutile de déranger le bourreau. Dans l'intérêt des cours ecclésiastiques et séculières, je supplie que l'on sursoie à l'exécution de la dite torture. J'avoue tous les crimes et délits qui me sont reprochés. Et je promets d'en fournir un récit détaillé. Je suis émerveillé de ce que vous dites, Gilles de Rais. L'Inquisition ne peut s'en contenter. Et je voudrais connaître les causes de ces crimes et délits. Hélas, monseigneur, vous vous tourmentez. Et moi avec. Mes crimes, je les ai commis de mon propre mouvement et pour mon seul plaisir. Vraiment, il n'est point autre cause, fin ni intention que mon indignité. Je vous avouerai les plus grandes choses et il y en aura assez pour faire mourir 10 000 hommes. Vous avouez tout? Je supplie qu'on lève l'excommunication lancée sur moi. Et à mes complices, je demande de tout avouer, étant entendu que le principal et vrai et seul coupable, c'est moi. Jamais plus nous ne nous entreverrons en ce monde, eux et moi. Je prie Dieu qu'il nous donne à tous bonne patience et connaissance. Et nous nous entreverrons en la grande joie du paradis. Je prierai pour eux dans les flammes, et je prie d'ores et déjà pour moi, afin que la juste et épouvantable colère du Très-Haut se taise. Pour dernière faveur, je demande que le jour de mon supplice, une procession parcourt la ville de Nantes pour mon salut et pour celui de mes serviteurs. Come per un martyr. Avoue qu'il y a de quoi rire. L'évêque conduisant la procession. Toute la ville psalmodiant derrière. Et jusqu'au père et mère de ses victimes, béant d'admiration devant son repentir. De vrais polichinelles. Moi, j'ai la frousse, Prélati. Brûle ce papier. Maquet. Nous sommes acquittés, toi et moi. Et le cousin de Sile s'en tirait aussi. Tout est régulier. Barbe-Bleue est abattu, sa fortune est liquidée. Moi, je ne peux oublier ces gibets dominant les bûchers dans la prairie de Biesse. Et lui, s'agenouillant les mains jointes avant d'y monter, et se recommandant à Saint-Michel, le vainqueur de Lucifer, ainsi qu'à Jeanne qu'on a brûlée à Rouen et dont on va reviser le procès. J'ai la frousse, Prélati. Mauviette. Il criait « en nom de Dieu », comme la pousselle. Et après? Après, sais-tu qu'il n'a pas brûlé entièrement? Sais-tu que la mort constatée, on a coupé la corde et que son corps a été confié à des dames et demoiselles de haut lignage qui l'ont lavé et dans une châsse portée au Carme de Nantes? Il est toujours là, Prélati. Brûle ce papier. Quand je pense que père et mère du diocèse vont jeûner durant 3 jours pour le repos de l'âme de ce monstre, et qu'ils vont donner à leurs enfants le fouet jusqu'au sang, afin de perpétuer son souvenir.
Des polichinelles, je t'ai dit. Enfin, brûlons le papier du pacte. Et tant pis pour le grand diable cornu qui y perd l'âme des Gilles Baron de Ray. Dans la série Les Annales de la violence, la radiodiffusion télévision française vous a présenté Gilles de Rais de Blaise Cendrars et Nino Franck. Jean Servet était Gilles de Rais. Robert Murzeau, Lahire. Jean Clarence, Jean de Craon. Jean Val, Eustache Blanchet. José Caglio, Prélati. André Burgère, Dunois. Henri Nassier, Malestroit. Jacques Anquetil, Gilles de Rais adolescent. Jean-Charles Thibault, Sillé. Hieronymus, le démon. Albert Gercourt, le gardien de la prison. Robert Chandeau, Chapeillon. Jacques Carré, Charles VII. Gaëtan Jor, René de Suse. Jean-Marie Fertet, Pierre de Lys. Sam Max, le prisonnier. Marcel Alba, un archer. Arnel Sartel, Sillé adolescent. Et Marcel André interprétait le rôle de l'inquisiteur Blouin. Raymond était Catherine. Et Tania Balachova, Perrine. Yvonne Villeroy, Isabelle, Jacqueline Arpet, Guillemette, Yvonne Farvel, une femme, René Dandry, le gamin, et Lily Sioux, Jeanne. Prise de son, Guy Louvet, assistant Georges Arnal, bruitage Joël Noël, production de Lily Sioux. Réalisation, Albert Hiera. Sont réunis autour de ce micro Madame Régine Pernoud, Georges Huisman, Paul Vialard, Philippe de Rais et Blaise Cendrars, l'auteur. Alors je vous en prie, mon cher Huisman, à vous. Eh bien, ce qui me frappe dans le manuscrit magnifique de Blaise Cendrars, c'est qu'il pulvérise une légende. Et les auditeurs de la radio vont être assez surpris de voir que Barbe Bleue ne correspond nullement à l'idée traditionnelle qu'on s'en faisait depuis tant d'années. Oui, mais il s'agit de Gilles de Rais, pas de Barbe Bleue. Oui, je crois qu'il y a une confusion qui se produit ici. C'est qu'en réalité, la légende de Barbe Bleue ne vient pas directement de Gilles de Rais, elle vient, dit-on, du roi Comore, qui était un roi breton et qui vivait au VIe siècle, qui aurait été, je pense, même pour Perrault, l'instigateur, tout au moins l'inventeur de Barbe Bleue. Je voudrais poser la question à mademoiselle Pernoud, qui est beaucoup plus forte que nous tous sur ce plan, et qui va nous dire si nous nous trompons ou pas. Je serais bien incapable de vous le dire exactement, parce que, en fait, je crois que personne n'en sait rien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'assimilation entre Barbe Bleue et Gilles de Rais a été tout de même un petit peu hâtive. Et elle remonte à longtemps ou Je crois qu'elle c'est remonte... récent? Je crois tout de même qu'elle remonte aux historiens du XVIIe siècle. C'est ça. Au fond, c'est une confusion. Elle a tout de même 300. Alors, depuis le XVIIe siècle, on croit que Gilles de Rais et Barbe Bleue sont la même personne. Blaise Cendrars arrive et il démontre le contraire aux auditeurs de la radio. C'est magnifique. Blaise est un poète et c'est une confusion purement poétique, n'est-ce pas, cher? Oui, mais je ne suis pas le premier à séparer les deux personnages. Barbe Bleue vient d'une légende irlandaise, pour ne pas dire islandaise. Elle remonte peut-être au IIe siècle. Enfin, en réalité, il n'est plus question, dans la pièce que vous nous donnez aujourd'hui, de femmes pendues dans des placards. Ah, pas du tout. Il n'est seulement question d'enfants immolés à des rites de sorcellerie. Et je voudrais demander à Philippe de Rais, qui est ici, Philippe de Rais, qui porte un nom curieux, puisqu'en réalité, de Retz, de Rais et de Rais ont l'air de se confondre. Ce qu'il pense de ça, est-ce que ce nom de Rais, pour vous, évoque quelque chose de particulier, des femmes dans un placard ou... Ah, absolument pas. J'ai l'impression surtout que Perrault a fait ça pour sauver la moralité de la légende, parce qu'il pouvait difficilement parler de petits-enfants égorgés. Il a préféré que ce soit des femmes, sans doute. Oui, c'est au fond plus... c'est plus moral. Plus moral. Plus moral. Plus agréable à tous les points de vue. Oui, aussi beaucoup plus agréable. Mais alors, mademoiselle Pernoud,
vous qui êtes une chartiste éminente, c'est vrai ce qu'il raconte, Blaise Cendrars, sur Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, et se battant à ses côtés? Alors ça me passionne. Ça, c'est absolument absolument vrai. historique, ça. Il est absolument historique et certain que Gilles de Rais a suivi absolument toute l'épopée de Jeanne d'Arc personnellement. Il était là quand Jeanne a été présentée au roi Chinon. Et Oui. je crois qu'il l'a suivi à peu près, peut-être pas jusqu'à Compiègne, mais enfin jusqu'au moment des dernières escarmouches près de la nuit. Non, Que c'est- d'ailleurs il devait enlever lui-même 2 ans plus tard, enfin Il 3 ans était le plus tard. porte-fagnon de la Pucelle. Ce que je trouve de très Ça- émouvant du reste dans la pièce de Blaise, c'est justement le fait que Gilles de Rais, ayant été le compagnon de Jeanne d'Arc, par une espèce de réaction contre la mort de Jeanne qui a été brûlée vive, devient ce qu'il est et ce que Blaise nous montre qu'il est. C'est une réhabilitation. C'est pas une réhabilitation, c'est le thème que Huysmans a tant pioché et travaillé dans l'un de ses romans qui était fameux à l'époque. Et Oui. il attribue le changement de caractère et de conduite de Gilles de Rais à la disparition de la Pucelle. Et justement, je crois que c'est ce qui fait la base, le nœud, le centre de l'émission que l'on entend ce soir, que l'on vient d'entendre. C'est justement cette explication du caractère de Gilles de Rais que nous propose Blaise Cendrars, et qui me paraît non seulement originale à travers Huysmans, mais également une explication valable, une explication presque fondamentale, et qui peut nous faire comprendre que Gilles de Rais est devenu le Gilles de Rais de la légende. D'ailleurs, il y a Celui du procès. dans l'œuvre de Blaise Cendrars des parties qui sont vraiment très différentes les unes des autres. La jeunesse ou l'âge mûr, les désirs de la jeunesse et au contraire ce je ne sais quoi d'équilibré dans le déséquilibre qui caractérise ces dernières années. J'ai trouvé ça particulièrement beau. Mais je trouve aussi que c'est très pathétique d'avoir lié de cette façon l'histoire de Jeanne et l'histoire de Gilles. Et est-ce que notamment vous... au moment du repentir, pardon. Nous en prie, nous sommes là pour nous interrompre. Et, cher Blaise Cendrars, vous nous donnerez un jour le vrai Barbe Bleue avec les femmes dans le placard? Peut-être, oui, sous forme d'une image d'Épinal. Mais pas pour la radio, si? Ah, je ne sais pas. Pour la Peut-être- télévision. Pour la Je ne sais télévision, pas, dès on qu'elle va sera voir en où couleur. nous en sommes. Ça La se joindra radio, très vite à radio Tourdonnel. est une chose qui me passionne depuis que j'en fais, parce que c'est réellement un art absolument nouveau. La radio est ce qu'on appelle en allemand un Ohrenspiel, un jeu pour l'oreille. Pour une fois, un écrivain n'écrit plus. Ce n'est pas fait pour l'œil, ce n'est pas fait pour la peinture. C'est réellement une histoire de vocabulaire. Et je crois que par la suite, je jouerai beaucoup plus de vocabulaire que jusqu'à présent. On peut réellement dérailler dans tous les sens et donner des étymologies fantastiques, comme à la fin du Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Et tirer réellement des parties infinies de l'étymologie. Et je dois dire que ce que dit Blaise est absolument exact, car dans le texte qu'il nous donne aujourd'hui, il y a cette espèce de résonance des mots, ce texte qui est fort beau du reste. Il n'y en a pas assez. Moi je crois à la vertu des mots et à la vertu des phrases par elles-mêmes. Oui, oui, La musique absolument. n'est pas absolument indispensable lorsqu'elle est dans les mots, et j'ai l'impression très nette que vous avez réussi ça aujourd'hui. C'est réellement fait pour l'oreille. Et que Ça n'est pas fait pour la lecture. Gilles de Rais naît vraiment, le personnage se précise, prend ses contours, sa véritable forme, sa forme presque poétique par moments, du fait que Blaise a employé pour le faire vivre des mots qui sont des mots poétiques presque la plupart du temps, et peut-être par moments même une reconstitution d'une langue qui n'est pas la langue de l'époque, mais qui nous donne tout de même Peu la importe. présence de Gilles de Rais. J'ai honte de dire un mot Exactement. après un romancier de la classe de Paul Vialard, mais je vous assure, cher Blaise Cendrars, quand on vous lit, quand on vous entend, on trouve dans votre Gilles de Rais de la radiodiffusion cette même puissance créatrice qu'il y a dans chacun de vos livres. Vos silhouettes d'hommes dans les tranchées, quand vous nous montrez vos camarades de combat ou les gars que vous avez trouvés dans la zone des armées. Il vous suffit de quelques phrases et ils sont gravés chez nous pour toujours. Je pourrais vous en indiquer un certain nombre.
qu'avec lesquels je vis depuis des années. Eh bien, pour mon compte, j'éprouve la même sensation avec ce Gilles de Rais radiophonique, et je souhaiterais que les auditeurs de la radio en fussent également convaincus. Ont participé à la discussion Madame Régine Pernoud et Messieurs Georges Huisman, Paul Vialard, Philippe de Rèze et Blaise Sandrard. Présentation de Paul Vialard.